Un job satisfaisant, une belle maison, un jardin, un couple stable, pourquoi pas un chien. Voilà à quoi certains aspirent, un avenir paisible. Mais quand la vie est tranquille, un minuscule grain de sable dans l'engrenage peut suffire à détruire la machine. Alexandre avait enfin la vie dont il rêvait, quand soudain, tout s'est enrayé. Il est devenu la pire version de lui-même, au détriment du bonheur de sa compagne et de ses amis. Il a même pensé au pire. La couleur de la théière, c'est l'histoire d'un homme sans histoire, qui, un jour, a basculé. Vous écoutez le 102e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr, une histoire recueillie par Nina Pareja. 6 mois après la fin de mes études, je trouve le job de mes rêves dans la région qui me plaisait, celle où on avait l'intention de s'installer avec Marie. J'ai fait pour ça 6 ans d'études dans le domaine qui m'intéressait et je trouve le travail qui me convient, avec le salaire qui me convient, le poste qui me convient. Les premiers mois dans l'entreprise se passent super bien, j'ai une équipe dynamique, des gens formidables, des personnes hyper investies. Ils sont tous à fond dans le métier, moi aussi. Je retrouve d'anciens copains d'ailleurs que j'ai pu connaître plus jeunes. Donc c'est vraiment extra, on a du temps pour faire ce qu'on veut, c'est vraiment chouette. Je n'ai pas vraiment de journée type. En fait, les journées s'enchaînent sans vraiment se ressembler. C'est une jeune entreprise qui a besoin de rentabiliser ce qu'elle a mis au point, etc., et rentabiliser l'investissement qu'elle a mis en place. Mais il y a une certaine liberté, une liberté d'entreprendre, et en fait, il y a tellement de choses à faire que il y a aucune journée qui ressemble à une autre. Ça m'arrive de commencer à 7h, 8h ou 9h ou même parfois 10h si la veille a été un petit peu animée. Ce qui est chouette, c'est que si la journée débute tard, elle finit tard aussi, c'est-à-dire que finalement, je peux aussi finir à 18, 19, 20, 21, 22. Mais c'est pas un problème parce que le sujet est tellement passionnant et l'équipe autour fonctionne tellement de la même manière qu'en fait, on se pose pas de questions, on avance, on s'éclate et c'est tout ce qui importe. Cette lune de miel dure 6 mois parce que c'est tout le développement du projet pour lequel j'ai été recruté. À partir de ce moment-là, il y a un nouveau manager qui arrive au sein de l'entreprise, puisqu'il va falloir maintenant essayer de cadrer un petit peu plus tout ça, parce qu'il faut bien que la rentabilité se fasse et qu'on puisse continuer à nourrir tout le monde. Initialement, j'intègre une équipe de 3 personnes au sein du bureau dans lequel je travaille, et puis on développe ensemble la suite du projet jusqu'à la fin de l'année. Donc on arrive en décembre de la même année. À ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à atteindre les objectifs financiers qui étaient initialement fixés et sont contraints de partir 2 de mes collègues pour raisons financières, avec accord de l'entreprise bien sûr, puisqu'on ne peut pas continuer de vivre à ce rythme-là et qu'on va devoir se séparer de plusieurs personnes. Ce qui est un petit peu douloureux à ce moment-là, puisque l'équipe que j'ai intégrée, c'est des gens que j'apprécie. On n'a pas forcément le même âge, mais c'est relativement une équipe jeune, avec des gens dont je partage les envies, les passions. On se retrouve le soir, on va boire des coups après le travail, on se retrouve même le week-end. En fait, c'est une vraie, quasiment une vie de famille finalement. On passe beaucoup de temps ensemble, et donc c'est un petit peu, le constat est un petit peu douloureux, mais on accepte la situation puisque finalement on n'a pas trop le choix non plus. Ma conjointe, Marie, qui travaillait à ce moment-là dans une autre région, peut enfin me rejoindre et on peut enfin habiter ensemble après plusieurs années de vie à distance où on avait tous les deux décidé de mettre notre carrière professionnelle avant notre relation en se disant que de toute façon on trouverait un moyen à un moment donné de se rapprocher les uns des autres. Quasiment 1 an et demi après mon embauche, on est en cours d'été, donc les amis d'enfance reviennent dans la région, on a envie de se voir, on a envie de profiter. Et en fait, il y a d'autres choses finalement qui viennent en parallèle du travail, c'est que j'ai envie de profiter de ma vie à l'extérieur. Et je me rends compte que j'ai plus d'énergie pour ça. Et en plus, les conditions sont de plus en plus pesantes à l'entreprise puisque j'ai perdu des collègues, j'ai perdu des copains. Et en plus, je récupère non seulement leur charge de travail, mais en plus je continue de développer et de diversifier les activités pour l'entreprise puisqu'il y a toujours de plus en plus de choses à faire et toujours de moins en moins de personnes pour les faire. Donc je me retrouve à faire des choses qui ne font absolument pas partie de ma mission, qui me consomment énormément d'énergie
Et je fais le constat durant l'été qu'en plus, toute cette énergie qui est consacrée à l'entreprise ne me permet plus d'apprécier et même de trouver le temps de partager du temps avec les amis qui reviennent. J'en arrive même à refuser des invitations des copains que pourtant j'ai à cœur de voir, puisque je ne trouve aucun appétit à ne serait-ce que prendre la voiture et faire 5 minutes de voiture pour aller les retrouver, sachant qu'il va falloir discuter, il va falloir parler, ça va durer longtemps, je vais me coucher tard, le lendemain pour retourner au travail. J'ai pas d'énergie à consacrer à ça, donc je préfère inventer des excuses ou je préfère ne pas y aller ou même ne pas répondre d'ailleurs aux sollicitations des amis pour conserver le peu d'énergie qui me reste à pouvoir faire mon job, quoi. Il commence finalement à plus me reconnaître, moi qui étais d'un naturel très joyeux, très hyperactif, qui prenait part à toutes les soirées, à toutes les sorties et qui avait à cœur de vraiment participer à la vie sociale. Et l'entourage commence à m'alerter, mais j'y prête pas spécialement plus d'attention que ça, parce que j'ai la niaque, je suis bien, j'ai envie de me défoncer pour la boîte, on progresse, on fait des choses, ça me satisfait. Voilà, il y a ces informations-là qui arrivent, mais j'y prête pas spécialement attention, bien que peut-être qu'inconsciemment, il y a un petit peu une prise en compte quand même, en me disant « Ah oui, peut-être qu'il y a des choses qui tiquent un peu ». Comme on vient de se retrouver enfin avec Marie, on a envie de trouver un appartement, en tout cas un lieu qu'on puisse acheter, dans lequel on va vivre en fait, et de quitter la location pour enfin s'installer chez nous. Marie trouve une offre qui nous convient tous les deux, et on entame les démarches assez rapidement, tout se fait assez vite, les visites, les promesses d'achat, les rendez-vous à la banque, etc. Au cours de l'été, je deviens officiellement propriétaire de l'endroit où on va vivre avec Marie. Le temps de réaliser quelques déménagements, de faire les choses bien, finalement, on arrive dans notre nouvel appartement entre la fin d'été et le début d'automne de cette année-là. L'appart, il est vraiment super, il est super bien exposé, il fait bon, il est dans une petite résidence, très très proche centre-ville, on descend à pied et à vélo dans les bars où on a l'habitude de se retrouver avec les amis. C'est vraiment chouette, quoi, il y a de l'espace, on y est bien, il fait bon, c'est calme, on est super content d'enfin avoir notre chez nous et puis d'attaquer à une nouvelle étape de la vie. Le seul petit bémol qu'il y a à ce moment-là, c'est qu'en fait, le déménagement se fait un peu sous tension, puisque ayant accumulé beaucoup de choses à faire pour l'entreprise, et notamment des déplacements, je rentre la veille tard d'un déplacement d'une semaine, je suis fatigué, j'ai les nerfs à vif, et donc en fait le déménagement, qui devait être plutôt une source de plaisir, est plutôt une contrainte, comme le reste. On reprend le cours classique de notre vie, mais dans notre super appartement, proche du centre-ville, donc on est ravis. Un matin, au travail, il est 10h, 10h30 du matin. Je sens que j'ai plus de difficultés à réfléchir, à aligner deux idées, et surtout, derrière l'écran de l'ordinateur, il y a plusieurs fois où je tique, je me souviens plus ce que je cherche ou ce que je suis en train de faire, en fait. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je vais aller prendre une petite pause aux toilettes, voilà, souffler un petit peu, marcher, et puis ça ira mieux. Je le fais, je me rassois à mon bureau, et puis je recommence, je me dis, allez, je me remets dans ce que j'étais, puis à nouveau, je me souviens plus ce que j'avais entrepris de faire, je suis au milieu d'une page de dossier et je sais plus quel dossier je cherche ni pourquoi je le cherche. Et puis je me dis quand même, ça fait 2 fois, bon, allez, je me lève, je retourne aux toilettes ou je vais descendre, je vais aller voir d'autres collègues et puis je vais prendre une pause. Sauf qu'au moment où je me lève, mes jambes me portent pas vraiment et du coup mes hanches se tapent sur la carre du bureau et là en fait je tombe. Je suis par terre et c'est vraiment pas une situation et un sentiment que je connais. Je reste assis, je m'adosse au mur le long de mon bureau et là je comprends absolument pas pourquoi je me suis retrouvé par terre et surtout comment ça se fait que j'en suis là. Il y a une grosse montée d'angoisse, le cœur qui s'accélère, un peu de transpiration qui vient de partout, les larmes qui se mettent à monter mais sans raison, la respiration qui s'emballe, qui est totalement pas maîtrisée, et donc je reste assis là, je serais même incapable de dire combien de temps. Et puis au bout d'un moment, je finis par me calmer, reprendre mes esprits, je décide d'appeler Marie, parce que je prends conscience que j'ai pas forcément la maîtrise de ce qui m'arrive. Elle me dit d'aller chez le médecin, tout simplement. Alors forcément, j'ai pas du tout envie d'aller chez le médecin, parce que je vois pas du tout l'intérêt d'aller chez le médecin, enfin je veux dire, ça va, j'ai juste tapé mon bureau avec mes hanches. J'appelle le SOS médecin, le SOS médecin de ma ville. J'ai un rendez-vous à peine une demi-heure après, donc je m'y présente. Je vais dans la salle d'attente, je sais toujours pas en fait vraiment ce que je fais là. C'est-à-dire que... Et je suis accueilli par un jeune médecin, et il prend toutes mes constantes. Alors la température, la tension, et finalement le bilan c'est que tout va bien.
Et c'est ce que je lui dis d'ailleurs, j'arrête pas de lui dire que je sais pas ce que je fais là puisque je vais bien. Et puis on discute un petit peu et il me propose de me mettre 3 jours en arrêt en fait. On est mercredi et il me propose de me mettre en arrêt pour la fin de la semaine histoire que je me repose. Alors je lui explique que j'ai absolument pas besoin de repos, que j'ai des montagnes de choses à faire au travail et que je ne peux surtout pas m'arrêter. Et puis il y a une petite voix dans ma tête quand même qui me dit que ça va être mal vu. Et puis surtout que je ne vois toujours pas l'intérêt de m'arrêter. En fait, je vais bien, je suis pas malade. Mais il me donne l'arrêt de travail et puis je m'en vais. Le lundi suivant, je retourne au travail suite à l'arrêt. Alors évidemment, pendant l'arrêt de travail, j'ai continué à checker mes mails, j'ai répondu au téléphone et puis répondu aux questions de mes collègues. J'étais pas couché en état grippal dans mon lit, donc je voyais pas le souci. Le mardi se passe et puis à nouveau, je suis dans le bureau de mes autres collègues et je sens que il y a une sensation bizarre. Je marche, mais je suis pas là. Je marche, le corps il est léger et j'ai la sensation qu'il y a plus d'appui au sol, les jambes, tout est léger. Ma démarche est un peu vacillante. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être à la fois sous et pas sous, tout en étant sobre. Mes collègues le remarquent et m'alertent un petit peu en me disant t'as pas l'air bien. Peut-être qu'il faudrait que t'ailles te poser et que tu rentres chez toi. J'accepte pas forcément et puis en remontant à mon bureau, je me rends compte que il y a quand même un truc qui va pas super bien. Je rappelle SOS médecin et je décide de rentrer chez moi. J'arrive chez moi, je me pose, Marie rentre puisqu'elle rentre manger le midi régulièrement, et en fait elle me retrouve à ce moment-là totalement en panique, en pleurs, effondrée dans le canapé, sans raison apparente. Et moi non plus, je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée de pourquoi je suis assis dans mon canapé, face à ma table basse, en train de pleurer, pour rien. Marie me trouve dans cet état-là et elle me dit que il faut absolument retourner chez le médecin, sauf que à ce moment-là j'ai conscience, et vu ce qui s'est passé sur le trajet à l'aller, que je ne peux absolument pas prendre la voiture sans risque. On est midi d'une journée totalement banale, je me suis pas enfilé 1 litre de rhum avant de venir, il y a aucune raison que je puisse pas conduire. Et je demande gentiment à Marie si elle peut m'amener chez SOS médecin, avec toute la gêne que ça occasionne de se sentir totalement diminué finalement. Je tombe sur un autre médecin, il fait le même constat que le précédent, toutes les constantes vont bien, mais il m'explique à nouveau que j'ai besoin de repos. Pendant la conversation que j'ai avec lui, je me rends compte que je dois faire preuve d'énormément de contrôle pour pas me mettre à pleurer devant lui, alors que je ne connais absolument pas cette personne, juste parce que je lui dis que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et le fait de lui expliquer que je ne comprends pas ce qui m'arrive me fait monter les larmes, et lui aussi me prescrit à nouveau 3-4 jours d'arrêt, en tout cas pour finir la semaine chez moi. Pour la seconde fois, je reprends le travail après quelques jours d'arrêt, et puis à nouveau, 1 ou 2 jours après, je sens que je suis pas bien, je vacille, que ça va pas, je titube, que j'arrive pas à aligner 2 idées, que j'arrive pas à être productif, et surtout que j'ai les nerfs très à vif. Je décide d'appeler mon médecin traitant, et puis de prendre rendez-vous avec lui. Le soir arrive, et dans la voiture, à nouveau je comprends pas pourquoi je fais cette démarche d'aller voir un médecin alors que je suis pas malade. Je suis énervé, j'alterne entre colère, pleurs, perte de contrôle, je conduis n'importe comment, j'arrive dans le village où est mon médecin et c'est une ville extrêmement simple, hein, c'est 2 lignes droites et 3 carrefours, sauf que je sais plus où est mon médecin. Arrivé dans la ville, je me trompe, je tourne 2 fois en rond avant de me rappeler comment arriver au cabinet, ça m'énerve, je suis en colère, je suis en pleurs. J'ai un petit peu d'appréhension avant de voir mon médecin, parce que, déjà parce que j'ai la sensation d'avoir les yeux rouges et d'avoir pleuré pendant plus d'une demi-heure. Et puis c'est un vieux médecin, alors je me dis que, je sais pas, il va peut-être me prendre pour un dingue de l'appeler comme ça. Donc on discute, je lui explique la situation, je raconte pour la 3e fois ce qui m'était arrivé au cours des 15 jours précédents, et il me dit qu'il va me mettre en arrêt pendant 15 jours. Alors je prétexte, non, je suis absolument pas d'accord pour être en arrêt 15 jours parce que j'ai beaucoup trop de boulot et puis surtout je suis pas malade. Enfin, il y a pas de raison que je sois en arrêt 15 jours. Et non seulement il insiste pour me mettre 15 jours en arrêt, en m'expliquant que si c'est pas 15 jours maintenant, ce sera 6 mois plus tard parce que je serai incapable de me lever de mon lit. Et en plus, il me prescrit des médicaments. Donc je pose des questions par rapport à ces médicaments en disant pourquoi je devrais prendre des médicaments, enfin je vois pas l'intérêt. Et il m'explique de manière très naïve, comme si j'étais un enfant de 6 ans, il me dit tout simplement écoute, c'est des médicaments pour les douleurs du ventre qui viennent de la tête. Ce que j'avais pas dit aux autres médecins précédemment et que je lui dis à lui, c'est que depuis
bientôt 1 mois maintenant, j'ai des douleurs au ventre. Mais j'ai des douleurs aiguës au ventre, que ce soit la nuit, le jour, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit en fait. Et bon, jusqu'à maintenant, je m'étais pas spécialement attardé sur ce problème-là, mais je me dis bon, c'est mon médecin de famille, je suis là pour un bilan complet, alors tant pis, je donne tout, même si ça a pas d'intérêt, c'est pas grave, c'est lui qui fera le tri. Je retourne à ma voiture, je prends un petit quart d'heure avant de reprendre la route, puisque je sais qu'en ce moment je suis pas au top, et puis il y a mon arrêt de travail posé sur le siège passager, et il est plié en deux en fait, c'est comme ça qu'il me l'a tendu, et puis voilà, c'est comme ça que je l'ai posé. Je l'ouvre, et en fait, je vois sur le carbone copy, dans la partie liée aux observations, je saurais pas dire exactement ce que c'est, il y a écrit burn-out. J'arrive chez moi, je me pose dans mon canapé, j'ai mon arrêt de travail, ma boîte d'anxiolytiques, j'ai 26 ans, et je comprends absolument pas tout ce qui vient de m'arriver. Je fais les 15 jours d'arrêt, et puis mis bout à bout, finalement, on est quasiment à 1 mois d'arrêt, et à la fin de l'année. Je reprends le travail après ce quasi-mois d'arrêt. Je reprends absolument dans les mêmes conditions, puisqu'il y a toujours autant de travail, que en plus j'ai pas été présent, donc il y a du travail à rattraper, et je me fixe comme objectif de toute façon de terminer le projet qui est en cours. À peine 1 mois et demi, 2 mois plus tard, Marie tombe malade. On comprend pas de quoi, ni comment, et elle passe plusieurs semaines d'hospitalisation, sans qu'on sache ce qui lui arrive. Et finalement, le diagnostic tombe, c'est une maladie assez grave, dont on ne peut pas la soigner pour le moment, et qui va avoir pour conséquence le fait qu'on ne peut pas avoir d'enfant, et qu'on ne pourra pas avoir d'enfant. Il y a une bascule qui s'opère. Ça fait plusieurs mois que Marie doit me soutenir, alors que ni elle ni moi ne savons ce qui m'arrive, surtout elle. Et d'un coup, les rôles s'inversent, sans qu'on sache vraiment ce qu'elle a, et les conséquences que ça va avoir, ni où on va avec sa maladie. Eh bien c'est à moi maintenant de devoir la soutenir, sans que je sache vraiment ce que ça veut dire. Donc la situation est pas super réjouissante, mais au moins on a un appart qui est à nous, et où tout va bien, et où il fait bon vivre. Pour améliorer un petit peu cet appartement, je décide d'ouvrir une cloison pour amener plus de lumière. Et ça me prend du temps, ça me prend toute la journée, et puis c'est vrai que je vois pas l'heure passer. À un moment donné, j'entends que mon voisin gueule parce qu'il y a du bruit, et je l'entends gueuler « Putain !» Et je l'entends commencer à descendre, et je sais à ce moment-là que c'est pour moi. Effectivement, bon, il est 20h, quoi, il est tard, et il vient frapper à ma porte. Et puis il m'explique que franchement ça fait chier, quoi, que je fais du bordel, que j'ai fait du bordel toute la journée, que là il est tard, et que ça résonne partout, et que franchement faut que j'arrête. Et effectivement, alors sur le coup, bon forcément il est énervé, donc le ton monte un peu, mais au final, enfin il a raison, quoi, il est tard, j'ai fait du bruit toute la journée, et c'est vrai, c'est chiant. Donc on se quitte simplement en disant que voilà, bah oui non, y a pas de souci, je finis juste de poser ça, et puis je comprends, j'arrête, quoi, y a pas de souci. C'est l'été, ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'entreprise, la situation ne s'est pas forcément améliorée, les conditions de travail sont toujours aussi exigeantes, on court toujours après le temps, il faut toujours plus d'énergie. Et puis la situation personnelle avec la maladie de Marie s'étant ajoutée par-dessus mon burn-out, je suis épuisé, j'en peux plus, et en fait j'ai plus envie de continuer à ce rythme-là. Donc je termine quand même le projet, et je vais au bout de l'objectif que je m'étais fixé, et ensemble, avec l'entreprise, on décide de se séparer cet été-là, à la fin du projet. Parallèlement, il y a des gens qui cherchent à faire adopter leur jeune chat, et puis comme je sais que je vais me retrouver à passer plus de temps chez nous, finalement avec Marie on se dit que c'est pas une si mauvaise idée que ça, et puis suite à mon départ de l'entreprise, on adopte un chat. À ce moment-là, je sors la tête de l'eau, je suis content d'avoir mis un terme à tout ça, et d'avoir à nouveau un petit peu le temps de sortir la tête de l'eau. Ça fait plusieurs mois que j'envisage un petit peu la suite, et je suis heureux de pouvoir avoir le temps, et de prendre le temps maintenant de pouvoir m'y consacrer à 100%. Parallèlement, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté de prendre des anxiolytiques. Ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé quand j'étais étudiant, quand j'étais plus jeune. Et puis en fait, les anxiolytiques, c'est vrai que c'est bien, ça calme un petit peu la tempête émotionnelle qu'il y a à l'intérieur de soi, mais le problème c'est que ça anesthésie tout, quoi.
aussi bien les belles émotions, si on peut dire, que les émotions les plus néfastes. Et effectivement, ça linéarise tout, mais il se passe plus rien, quoi. Donc j'ai arrêté. J'ai un peu plus de temps à consacrer à l'amélioration de l'appartement, et puis on a envie aussi de continuer à l'améliorer, mais l'étape suivante, ça nécessite quand même des plus gros travaux, l'arrivée de plus gros matériel, et puis surtout l'intervention d'un artisan. Comme je sais qu'il y a notre voisin avec qui j'ai déjà eu une altercation, je me dis que je vais mettre un mot quand même dans le hall de l'immeuble pour essayer d'apaiser un petit peu d'éventuelles tensions qui pourraient survenir. Et la première journée de travaux, finalement, se passe très bien. Je suis vraiment heureux qu'il n'y ait pas eu d'intervention de ce voisin, et je me dis super, au moins le mot a marché et c'est agréable. Le problème, c'est que, en fait, les travaux ont été plus compliqués que prévu, et ça nécessite la venue le lendemain des artisans, et que ça va continuer et qu'il va y avoir à nouveau du bruit. Donc je remets un mot le soir en m'excusant, mais voilà, malheureusement, on n'a pas le choix. On est le lendemain matin et l'ouvrier arrive de bonne heure, avant 9h, donc la situation est un peu stressante parce que je me dis déjà ça dure un jour supplémentaire, et puis en plus il est tôt, quoi. Et ça manque pas, à 9h du mat, il descend ultra vénère, il frappe à ma porte. J'ouvre et je tombe nez à nez avec lui, totalement surexcité, et en plus il a un marteau dans une de ses mains et il est constamment en train de l'agiter, tout en m'expliquant qu'il va me défoncer la gueule, que je casse les couilles, que je pète les couilles à tout le monde, et que voilà, il va me défoncer la gueule si j'arrête pas, quoi. Donc équipé de son marteau, il y a toutes les menaces qui fusent. Alors c'est les menaces de mort, c'est le passif de j'ai fait de la prison, de toute façon j'en ai rien à foutre, ça me dérange pas de te péter la gueule, j'en ai rien à battre, de toute façon. Pendant qu'il est en train de m'expliquer tout ça en agitant son marteau sur le pas de ma porte, l'ouvrier lui continue de faire les travaux, donc j'essaye un petit peu de calmer tout ça, de dire à l'ouvrier d'arrêter de faire du bruit, de lui dire à lui de se calmer, enfin je suis pas d'accord avec la manière de faire, quoi. Je peux pas accepter comme ça, à 9h du mat, de me faire menacer avec un marteau, c'est pas possible, et donc gentiment, je lui explique, je lui dis écoute, c'est pas gérable, qu'est-ce que je fais ? On en reste là, je dois appeler les flics pour arbitrer, enfin comment ça se passe, quoi, comment tu veux que ça se passe, c'est pas possible. Et donc forcément à la prononciation du mot police, évidemment ça énerve d'autant plus, et donc les menaces reprennent une dimension encore plus importante qu'avant, et alors là c'est carrément les menaces de mort si j'appelle les flics, etc. Que ce sera pas le marteau mais que ce sera pire, et que moi j'ouvrirai pas les yeux le lendemain, quoi. Ce genre d'attitude, j'ai déjà eu à y faire plusieurs fois, plus jeune, en soirée, devant des gares tard le soir, ou en prenant le bus ou le métro, avec des gens un peu agressifs, parfois démonstratifs et imposants, qui veulent prouver à quel point, de toute façon, c'est eux qui sont les chefs du coin, et que on les dérange, on les fait chier, quoi. Donc surtout, je sais que il faut rester calme. À comportement agressif face à comportement agressif, de toute façon ça dégénère, et l'issue on la connaît jamais. Donc j'essaie de temporiser comme je peux, de parler d'une voix calme, de m'excuser, de calmer le jeu, pour que tout redescende un petit peu en pression. Bon, c'est clairement tendu, mais on discute une dizaine de minutes, et puis finalement on se quitte une dizaine de minutes plus tard, en étant d'accord sur le fait que c'est vrai qu'il s'est un peu emporté, que moi c'est vrai que je casse les couilles, et puis qu'il est tôt, et puis que ça fait 2 jours, et puis que l'endroit où on vit est vraiment pourri en termes d'isolation, et que on entend les gens tirer la chasse d'eau, quoi. Il redescend quelque temps après, sans le marteau. On continue de discuter ensemble. Alors la situation est plus posée, on discute, on en arrive même à se plaindre tous les deux des mêmes choses, et finalement on en arrive à trouver des terrains d'entente sur le fait que l'environnement est pas si idyllique que ce qu'on s'imaginait au moment où on a chacun emménagé dans cet endroit-là, quoi. Notre conversation va quand même durer plus de 2 heures. On va s'inviter l'un et l'autre, on va même boire un café ensemble pour discuter de tout ça. Et puis surtout prendre le temps ensemble de s'expliquer un peu nos vies, d'où on vient, ce qu'on a fait, et puis les raisons pour lesquelles on est énervé chacun. En fait, il en vient à m'expliquer pourquoi il est autant sur les nerfs, quoi. Et pourquoi moi et mes travaux, on a fait un petit peu déborder le vase. C'est que il entend tout.
Il entend tout, il vit là au quotidien, donc les bruits, les dérangements des copropriétaires, ça finit par lui peser, quoi, puis il est à bout de nerfs, quoi. J'essaye d'en savoir un peu plus sur la personne que j'ai en face de moi, il fait le même jeu, et j'ai besoin aussi de savoir dans quelle mesure moi je le dérange avec mes nuisances sonores, et j'ai aussi besoin de lui dire à quel point ces nuisances sonores me dérangent. Donc en fait, ça a démarré de manière hyper agressive, ultra violente, très menaçant. On profite du fait qu'on sait l'un en face de l'autre pour s'expliquer à quel point il me fait chier au quotidien et à quel point je le fais chier au quotidien. Et cette conversation-là, elle va durer 2 heures. Je reste vigilant malgré tout par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je dis. Et cette vigilance, elle est épuisante. 2 heures de conversation sur le qui-vive, en restant attentif à ce qu'on dit, à ce qu'on répond, à l'attitude qu'on adopte. C'est hyper épuisant. J'essaye de faire le tri un petit peu de tout ce qui m'a été dit et puis de ce qui peut être plausible, pas plausible. Est-ce qu'effectivement il a fait de la prison? Est-ce qu'effectivement il est propriétaire ou locataire de l'appartement et qu'il est voué à rester là? Et en fait c'est hyper compliqué d'analyser le vrai du faux. On s'est dit tellement de choses, justifiées ou non par la situation, par le fait de s'impressionner l'un l'autre. Voilà, il y a des informations qui sont ressorties, des informations que je garde à ce moment-là en tête et qui sont plus inquiétantes que d'autres. Et le soir, quand Marie rentre, on en discute tous les deux. Et forcément, Marie trouve la situation hyper choquante. Le dernier bastion qui nous restait de tranquillité, on va dire, c'était cet appartement. Ma santé au travail avait explosé, elle, sa santé personnelle avait explosé, et le dernier truc stable qui nous restait, c'était l'appartement, et là, elle rentre et l'appartement a explosé. Bon, le lendemain, c'est pas forcément la super joie, mais on décide avec Marie que peut-être qu'il y a des informations qui peuvent être facilement vérifiables en pianotant sur Internet. Notamment, on essaye de voir si cette histoire de prison, c'était juste histoire d'être encore plus impressionnant et menaçant, ou si ça a un fond de vrai, parce que ça avait l'air quand même assez vrai, tout ça. Et puis en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Il a fait plusieurs années de prison pour acte de violence. Donc finalement, toute cette attitude que je pensais jouer et surjouer est peut-être pas si surjouée que ça, et je suis d'autant plus content que l'issue ait trouvé une fin heureuse, mais ça laisse quand même planer une certaine inquiétude. Donc forcément, avec Marie, on prend un peu plus conscience de ce qui se passe réellement, et puis de la situation anxiogène que ça génère. Comme j'ai pu échanger avec lui, finalement, Marie est plus en stress que moi. En parallèle de ça, durant les semaines qui suivent, on fait un effort respectif, c'est-à-dire que moi j'arrête de bricoler, de faire du bruit, et lui c'est pareil, il arrête de faire le bruit qui me gênait. Donc finalement, j'essaie de me montrer rassurant envers Marie en lui disant tu vois, ok, il y a peut-être un passif de violence, il y a peut-être un passif de prison, mais tu vois, on a réussi à discuter, et puis on en ressort plutôt des choses positives. Les semaines passent, la situation se calme, Marie va au travail la journée, moi je reste à l'appartement parce que j'ai quitté l'entreprise et puis que je suis en train de monter mon futur projet professionnel. Et je commence à relâcher un petit peu de tout ça, Marie va mieux et moins angoissée, et donc moi je me relâche aussi un peu, j'ai moins cette sensation de vouloir être en contrôle et de la rassurer. Et donc tout se tasse un petit peu et toute la fatigue commence à me retomber et à repeser sur mes épaules. Le problème, c'est que cette situation de calme temporaire ne dure pas. Finalement, le statu quo sur lequel on s'était quitté ensemble s'arrête progressivement, il continue, il reprend les nuisances sonores que lui faisait avant. Il y a reprise de la musique, il y a reprise des insultes, il y a reprise du je gueule fort, il y a reprise de je suis chez moi, et puis quelque part, ça m'emmerde que les gens me dérangent, mais moi ça me dérange pas forcément de déranger les gens. De mon côté, j'ai continué à accumuler cette fatigue, et en fait, tout ce relâchement de tension revient de plein fouet, et j'ai surtout pas envie qu'une nouvelle altercation se reproduise. Petit à petit, le besoin de contrôle que je mets sur toute source de bruit potentiel devient vraiment maladif. Je ne supporte plus aucun bruit.
que ce soit un mixeur à soupe, que ce soit la vaisselle qui clinque quand on la range dans un placard, que ce soit une porte claquée, que ce soit le chat qui saute quand il pète un câble à la tombée de la nuit. En fait, tous les bruits me semblent menaçants et potentiellement à nouveau générateurs d'une situation conflictuelle avec mon voisin. Et plus ça va, plus j'impose à Marie un quotidien extrêmement tendu, sous contrôle exclusif de ma part. Il faut qu'on marche sans faire le moindre bruit, il faut que je deviens totalement parano du moindre bruit qui peut être généré au sein de l'appartement. J'essaie d'avoir un contrôle total sur le comportement de Marie, sur le comportement de notre chat. Je refuse totalement toute maladresse. Je deviens invivable et exécrable dès que il y a une perte de contrôle, dès qu'il y a un relâchement. Enfin, c'est catastrophique pour notre vie au quotidien. Plus je deviens invivable de jour en jour, plus j'augmente mon contrôle, plus j'augmente mon besoin de contrôle, et plus, en fait, sans m'en rendre compte, j'augmente mon stress, ma fatigue. Je génère moi-même une situation anxiogène, ce que Marie ne comprend absolument pas, mais ce que moi j'impose comme étant une vérité absolue. Et le besoin de contrôle devient tellement maladif que la nuit, je dors sur une oreille parce que je veux absolument avoir un contrôle sur tout ce qui se passe. Je veux vérifier que le chat fait pas de bruit, fasse pas tomber un pot de fleurs. Je veux vérifier que Marie fasse pas tomber son portable de la table de nuit. Et cette situation, elle me coûte énergétiquement énormément. Et ça devient vraiment un problème puisque j'arrive plus à dormir, je suis sous stress permanent, je suis anxieux pour tout, je vérifie 4, 5, 6, 7, 8 fois que la porte de l'appartement est bien fermée à double tour, que le pot de fleurs est bien un endroit où il risque pas de tomber, que le chat a suffisamment à manger pour qu'il soit calme, que les téléphones sont sur des livres pour que si jamais ils vibrent pendant la nuit, ils fassent pas de bruit. Enfin, ça devient complètement maladif et totalement disproportionné en fait. Mais sur le moment, ça me semble légitime, et surtout, je suis incapable de sortir de ce contrôle permanent de mon quotidien. Cette espèce de paranoïa qui se met en place dans ma tête, elle se met à faire travailler mon imaginaire à 200%. J'ai peur qu'il arrive des choses à Marie, j'ai peur que il y ait une nouvelle altercation qui, cette fois-ci, se passe mal et qui dégénère, j'ai peur que tout arrive. J'ai peur que tous les scénarios du pire qui sont dans ma tête se réalisent. J'ai l'impression que toute situation qui pourrait générer une nouvelle altercation entre nous, ou déclencher une attitude de vengeance, quelle qu'elle soit, puisse se transformer en agression envers Marie, ou à la limite envers moi, je m'en fiche, mais j'ai tellement peur qu'à ce moment-là ça se répercute sur Marie. Et ça continue de nourrir mon obsession pour le zéro bruit absolu. De temps en temps, je prends conscience que j'arrive à accepter l'idée que la vie serait quand même beaucoup plus simple s'il était pas là. Mais s'il était pas là, pas juste dans la même résidence, s'il était pas là tout court. J'en arrive même à me dire parfois qu'en fait, moi aussi, je serais totalement capable de devenir violent et de faire le pire pour me débarrasser de cette situation. Et que toutes les valeurs morales qui se sont mises en place au fur et à mesure, elles ont plus aucun sens, elles n'ont plus de valeur, elles n'ont plus lieu d'être, et que finalement, dans ma tête, je crois que à ce moment-là, j'accepte le fait que je pourrais facilement avoir envie de tuer, quoi. Parce que la situation devient tellement oppressante, devient tellement fatigante et sans issue, en fait, que j'en arrive finalement à accepter l'idée que un mauvais accident, ce serait tellement soulageant. Alors c'est horrible. Je sais que c'est pas bien de le penser, mais ça m'apporterait tellement de soulagement, parce que ça mettrait un point définitif à tout ça, que j'accepte l'idée en fait. J'arrive à en parler à mes proches, mes amis, ma famille. Je reconnais que je suis totalement invivable, exécrable, en contrôle obsessionnel. J'en ai conscience. Je sais que c'est absolument illégitime de faire vivre ça à Marie. Et pire encore, inconsciemment, je justifie mon comportement à la lumière d'une espèce de surprotection absolue et nécessaire pour qu'il nous arrive absolument rien.
je quitte temporairement l'appartement, que je retourne chez mes parents, et que je laisse un peu Marie respirer. Bien que j'ai conscience que ça ferait du bien à tout le monde, y compris à moi, j'en suis totalement incapable. Je suis infoutu de m'éloigner de l'appartement et surtout d'y laisser Marie toute seule, sans que je sache continuellement ce qui s'y passe, et surtout que potentiellement je sois incapable d'intervenir. Ça me rend totalement dingue et je lui envoie, lorsque j'arrive à partir quelques jours, des messages matin, soir, en continu pour m'assurer que au moment où elle s'endort et qu'il est suffisamment tard, il risque plus rien de se passer, que au moment où je lui écris le matin, il est suffisamment tôt pour m'assurer qu'elle va bien et que elle va partir au travail sans qu'il se soit rien passé. Et en fait, bien que je sois plus présent physiquement, je suis totalement incapable de déconnecter et je continue de lui imposer mon contrôle absolu et mon stress, même à distance. La solution évidente, ce serait qu'on quitte l'appartement, qu'on déménage tout simplement et que, plutôt que se battre contre quelque chose contre lequel on n'a absolument aucune prise, on change de lieu de vie. Le problème, c'est que je viens d'acheter il y a presque 1 an l'appartement et que c'est plus aussi simple qu'un simple déménagement en fait. Il y a un crédit, il y a des contraintes et puis surtout il y a un peu de fierté. C'est vexant à un moment donné de faire le constat qu'un événement extérieur sur lequel on n'a absolument pas de contrôle vienne totalement perturber un choix de vie, un investissement, et pourtant c'est le cas. À un moment donné, on décide tout bêtement d'aller acheter une théière. Se pose le choix, tout bête, de savoir si je préfère une théière rouge ou une théière grise. Et je suis tellement incapable de prendre une décision pour une couleur de théière et tellement épuisé et fatigué que je dois mettre fin à la conversation avec Marie au sein du magasin et aller marcher dans les rayons suivants pour pas exploser en pleurs devant elle, de pas être capable de choisir une putain de couleur de théière. Le soir, totalement épuisé et à bout de nerfs, je décide d'aller chercher la boîte d'anxiolytiques qui était dans la salle de bain depuis plusieurs mois. Et sauf que là, ça m'est totalement insupportable d'être dans mon appartement face à cette boîte d'anxiolytiques et de me dire qu'il va falloir que j'en prenne pour aller mieux, quoi. Donc j'explose. J'explose totalement, je mets une énorme claque dans la boîte d'anxiolytiques à travers l'appartement et je pleure. Petit à petit, la vie au sein de l'appartement disparaît, devient totalement fade, devient totalement stérile. On en discute, on en parle, on finit par se mettre d'accord sur le fait que tant pis. On l'a acheté il y a 1 an, mais peut-être qu'il est temps de le revendre et de partir. Malgré le fait que je constate que finalement c'était pas forcément un bon investissement, qu'il y avait des contreparties qui étaient assez lourdes, il y a toujours un fond d'orgueil qui est là et qui fait que la pilule est dure à avaler. L'appartement est vendu super vite, donc c'est une très bonne nouvelle, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Le seul bémol qui reste et que j'appréhende, c'est le déménagement. Au fond de moi, j'ai peur que tous les efforts qui ont été faits jusque-là volent en éclats pendant la dernière ligne droite. En fait, la seule chose maintenant qu'on désire, c'est une maison, pas de copropriété, pas de voisin au-dessus, pas de voisin au-dessous, et on la trouve. Le déménagement se passe super bien. On a un jardin, on a de l'espace, c'est neuf, on a de l'isolation, il fait bon, enfin ça y est, on est certes un petit peu plus loin du centre-ville, mais on a coché toutes les cases qui étaient nécessaires pour moi à ce que ça se passe mieux, et on y est. Je suis à nouveau heureux de pouvoir recevoir des amis à la maison, de réinviter les gens à qui on a dit non à de multiples reprises depuis des mois. Je suis super content de retrouver les amis, retrouver du temps pour remonter le projet que j'avais mis en stand-by depuis tous les mois où j'avais pas l'énergie pour, et là ça y est, tout se passe super bien, j'arrête de crier après le chat, j'arrête de crier après Marie, j'arrête de dire non aux sorties, j'arrête de dire non aux invitations. J'ai à nouveau du monde chez moi, j'ai à nouveau de la musique chez moi, j'ai à nouveau un sommeil plus stable, plus... c'est un vrai plaisir de pouvoir repartir sur des bases plus saines.
Et là, à nouveau, toute la vie se remet en marche, il y a du sourire, on se reparle de manière moins agressive avec Marie, on reprend une activité sexuelle. Tous ces plaisirs quotidiens qui étaient devenus totalement inexistants de nos vies depuis plusieurs mois, ça y est, on peut enfin, avec plaisir, les retrouver. Malgré tout, il y a des choses qui restent. J'ai pas pu reprendre un outil depuis l'altercation avec le voisin, et même dans cette nouvelle maison, malgré le fait que tout se passe bien, j'ai toujours ce sentiment au fond de moi de pas vouloir déranger mes voisins, d'être le plus discret possible et de ne surtout pas déranger mon voisinage. Vous venez d'écouter le 102e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Maxime Daoud. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.